Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le cygne et la chauve-souris de Higashino Kaigo, publié chez les éditions Actes Sud, collection Babel Noir. Dans ce roman, nous allons partir pour le Japon auprès de 2 policiers. Godai Tsutomu, 38 ans, inspecteur de la police dans la première division de la police judiciaire, celle spécialisée dans les crimes violents, et son jeune collègue Nakamachi, 28 ans, enquêteur lui aussi. Les 2 agents sont dans le bureau d'un atelier de l'arrondissement d'Adachi à Tokyo quand nous les rencontrons. Ils sont là pour interroger Yamada Yuta au sujet de Shiraishi Kensuke. Le jeune homme a eu par le passé une altercation plutôt violente avec son patron. Cette conversation ayant abouti par des coups, Yuta a été accusé de coups et blessures par son ancien patron, mais aussi de vol, ce qu'il a toujours nié. Maître Shiraishi était son avocat commis d'office. Une petite peine a été décidée grâce au bon travail de son avocat avec qui il a gardé quelques contacts épisodiques. Le dernier en date remonte à 2 semaines. Yuta relate au duo d'enquêteurs son entretien avec Maître Shiraishi. Il n'est pas surpris de leur visite car il a appris son décès mais n'a pas beaucoup d'eau à apporter à leur moulin. D'après lui, personne ne pouvait détester son avocat, même que la piste d'un client mécontent ne peut totalement être écartée. Godai et son collègue repartent bredouille. Tout a commencé depuis novembre, quand le vigile d'une entreprise du quartier Kaigan dans l'arrondissement de Minato a signalé à la police la présence d'une voiture bleue stationnée illégalement dans une ruelle parallèle à la voie du métro Yurikamome, non loin du terminal. Un agent du commissariat de secteur s'est alors déplacé pour constater l'infraction quand il a découvert le corps sans vie d'un homme en costume sombre sur la banquette arrière. Le dossier a été immédiatement transféré à la police judiciaire. La victime, Shiraishi Kensuke, 55 ans, résidant dans le quartier de Minami Aoyama, dans l'arrondissement de Minato, gisait un couteau dans l'abdomen à l'arrière de sa voiture, son portefeuille intact mais sans aucun téléphone. Kensuke était marié à Ayako, 54 ans, et avait une fille de 27 ans, Merei, qui vit toujours avec eux. D'après sa femme et sa fille, il possédait 2 téléphones, un personnel et un professionnel. Après vérification et géolocalisation, le smartphone personnel a été retrouvé à proximité du pont Kiyosu sur la promenade Sumidagawa Terrace dans le quartier de Sada dans l'arrondissement de Koto avec les traces de sang de la victime. La première réunion de la cellule d'enquête a été présidée par le responsable de la direction de la police judiciaire du commissariat de secteur et a résumé les faits et confié des tâches. Grâce à l'analyse des données du smartphone, M. Shiraishi est parti travailler vers 8h30 et est sorti de son cabinet à 18h en voiture. Vers 18h30, il était dans le quartier de Tomioka où il a supposément garé son véhicule pour quelques minutes à peine car vers 19h, il était dans le quartier de Sada, près de la promenade, là où son sang et son téléphone personnel ont été retrouvés. Nakamachi est l'équipier de Godai dans cette affaire et ils ont pour mission l'enquête de personnalité de la victime. Pour bien faire, les 2 hommes commencent avec celle supposée le connaître le mieux, Ayako et Mirei. Les Shiraishi habitent une maison individuelle de style occidental à Minami Aoyama, un quartier chic. Ce qu'ils apprennent, c'est que Kensuke était un homme apprécié, sérieux et respecté dans son travail. Elle ne voit pas qui, autre qu'une personne sous le coup d'une impulsion irréfléchie, aurait pu attenter à sa vie comme ça. Godai termine son interrogatoire avec la question du sanctuaire Tomioka à Chimangu, la promenade Sumidagawa Terrace et le quartier Kaigan dans l'arrondissement de Minato. Ni l'une ni l'autre n'est familière de ces lieux et ignore si c'en était de même pour Kensuke. Godai et Nakamachi interrogent ensuite des clients anciens et actuels ainsi que sa secrétaire depuis 15 ans, Nagae Setsuko, sans avancer beaucoup plus. Les 2 hommes s'octroient donc une pause roborative tout en discutant de l'affaire. Ce qui intrigue Godai, c'est les raisons de sa présence dans ce quartier si éloigné de son cabinet. Les équipes chargées des preuves n'avaient rien trouvé dans les dossiers de la victime le rattachant à ce quartier de la capitale. Alors pourquoi venait-il ? Qui rencontrait-il ou qui surveillait-il ? 4 jours passèrent sans grandes avancées.
Notre duo a appelé tous les contacts du journal d'appel et réussi à obtenir de l'opérateur le listing de ses appels entrants et sortants depuis son téléphone professionnel, toujours aux abonnés absents. C'est grâce à lui que Godai et son jeune collègue ont pu rencontrer Yuta. De retour au poste, le lieutenant Tsutsui confie une mission à Godai pour le lendemain. Il ira seul rencontrer Monsieur Kuraki Tatsuro, 66 ans, retraité, domicilié dans la ville d'Anjo, département d'Aichi. Cet homme maigre avait téléphoné à l'avocat un mois avant sa mort. Un voyage en train et Godai arrive. Durant l'entretien, il a appris que l'appel concernait une demande de conseil gratuit, qu'il ne le connaissait pas, tout comme il ne connaît pas le quartier de Sada. Godai a cela dit remarqué un Ofuda provenant du sanctuaire Tomioka Hashimangu dans son couloir. Tatsuro lui dit ne plus se rappeler qui le lui a offert. Ils voyagent tous les 2 mois environ pour Tokyo, où il dort chez son fils célibataire Kazuma. Il justifie ses visites par l'amour de la ville et du sport. En ressortant de chez Monsieur Kuraki, Godai est persuadé que cet homme a un lien avec cette enquête. Reste à découvrir lequel. Après un entretien avec son fils, l'inspecteur est convaincu qu'un lien existe entre le retraité et l'avocat. Grâce au travail de ses collègues dans les rues, il peut, avec Nakamachi, se rendre dans un restaurant. Le vieil homme y a ses habitudes. Tenu par les Asaba, mère et fille, l'établissement s'appelle Azunaro. Godai apprend que le mari de Asaba, Fukuma Junji, s'est suicidé pendant sa garde à vue en 1984 alors qu'il était accusé du meurtre de Haitani Sozo par la police d'Aichi. Les coïncidences n'existent pas quand on enquête sur un meurtre, et Godai le sait parfaitement bien. Avec l'accord du chef de la section de la première division de la police judiciaire, Sakurakawa, Godai va creuser cette ancienne piste. Que va-t-il découvrir? Les conclusions de l'époque étaient-elles les bonnes? Sinon, qui a vraiment tué en 1984? Et en 2017? Le flair de l'inspecteur Godai va le mener tout droit à la vérité. Alors soyez prêts à le suivre dans ses réflexions et interrogations pour démêler le vrai du faux dans cette affaire, qui est bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Une enquête qui fait des tours et des détours, des personnages qui ont des secrets les uns pour les autres, un duo d'inspecteurs tenaces et des enfants curieux de savoir la vérité. Un polar bien ficelé qui tient en haleine jusqu'au bout. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 26 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.